Bonjour à toutes et à tous, je vais résoudre avec vous l'examen d'entrée en médecine dentisterie de ce début de juillet 2022, uniquement la partie physique. Donc question 1, vous avez un prisme dont la base est un triangle isocèle, rectangle isocèle, donc l'angle ici est égal à cet angle-ci, constitué de verre avec un indice de réfraction n. Un rayon lumineux pénètre perpendiculairement à la face droite et ressort après réflexion totale par la face inférieure. Si on me parle de réflexion totale, je sais deux choses. Comme il y a réflexion totale, l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite, caractérisé par les deux milieux en contact l'un avec l'autre. Et on sait également que l'indice de réfraction du second milieu est nécessairement plus petit que l'indice de réfraction du premier milieu, sans quoi il ne peut pas y avoir de réflexion totale. La réflexion totale a lieu sur cette interface-ci, sur ce dioptre-ci, donc ceci est le milieu 1 et ceci est le milieu 2. La normale est ici, voici l'angle d'incidence 1, et s'il y avait réfraction, alors la réfraction serait caractérisée par la relation de Snell-Descartes que voici, sinus θ1 sur sinus θ2 égale n2 sur n1. On me dit que le prisme est entouré d'air, et donc la réfraction ici se fait dans l'air avec un indice qui vaut 1. Donc N2 ici vaut 1. S'il y avait réfraction, si le rayon sortait, au lieu de sortir tout droit, comme il passe vers un milieu moins réfringent, il s'écarterait de la normale. Et plus l'angle d'incidence devient grand, et plus le rayon réfracté s'écarte de la normale. Et on arrive à un moment donné où, pour un angle θ1 que j'appelle l'angle θ limite, alors le rayon réfracté est le dernier rayon réfracté possible, puisqu'il se réfracte avec un angle de réfraction de 90 degrés. Donc, quand on est dans le cas limite, on peut reprendre cette relation-ci et dire que si l'angle d'incidence, c'est l'angle limite, alors l'angle de réfraction vaut 90 degrés, et sinus de 90 degrés, ça vaut 1, égale n2 qui vaut 1 sur n1. Et on se retrouve donc avec sinus θ limite égale 1 sur n1. Pour qu'il y ait réflexion totale, on sait que l'angle d'incidence doit être plus grand que l'angle limite, et donc que le sinus de cet angle soit plus grand que le sinus de l'angle limite, puisque la condition sur laquelle on est arrivé fait intervenir non pas l'angle limite, mais le sinus de l'angle limite. Alors, que vaut cet angle d'incidence dans notre cas? Comme on est dans un cas de réflexion totale, on sait que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, et on a ici un angle de 90 degrés, puisqu'on entre perpendiculairement à ce côté-ci, qu'on en ressort perpendiculairement dans un triangle isocèle, et donc θ1 est égal à la moitié de 90 degrés, donc est égal à 45 degrés. Donc on peut dire que sinus de 45 degrés devrait être plus grand que sinus de l'angle limite, et on sait que le sinus de l'angle limite, c'est 1 sur n1. On traite l'inégalité comme une égalité, on est avec des valeurs positives, donc n1 doit être plus grand que 1 sur sinus de 45 degrés. Or, on sait que sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. 1 sur racine de 2 sur 2, c'est donc 2 sur racine de 2, ce qui ne fait pas partie de nos propositions, mais on va revenir à un dénominateur qui n'est pas sous une racine carrée en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2. Ceci, ça fait 2, qui se simplifie avec le 2. Ici, on a un racine de 2 et on trouve que n1 doit être supérieur à racine de 2. On trouve donc la proposition C. Question 2, un automobiliste roule à 50 km/h, il doit freiner brusquement, donc si je considère que sa vitesse est positive et qu'il doit freiner, je sais que l'accélération sera négative. La distance d'arrêt, qui est donc l'espace nécessaire pour s'immobiliser, vaut 25 mètres. C'est donc un déplacement, un delta x. S'il roulait initialement à 70 km/h et qu'il freine avec exactement la même force de freinage sur la même masse qui est toujours la masse de la voiture, ça sous-entend même accélération. Même force de freinage supposée constante, et donc l'accélération est la même que dans le premier cas de figure, alors quelle serait la distance d'arrêt? Alors pour faire ce genre d'exercice, il y a deux possibilités. Soit on prend les équations, mais on voit tout de suite que si 50 km/h et 70 km/h ne sont pas nécessairement des valeurs sympathiques pour être transformées en mètres par seconde, on va se retrouver avec des nombres à virgule.
Et on voit que les solutions ne sont pas des valeurs qu'on peut facilement retrouver par calcul mental. Donc, a priori, je pense qu'il est plus facile de commencer à s'intéresser aux graphiques plutôt qu'à faire les équations. Et si on regarde les graphiques, ce qui est important de voir, c'est que la vitesse augmente, mais elle n'augmente pas d'un facteur 2, elle augmente d'un facteur qui est donné par le rapport entre 70 et 50, c'est-à-dire 7 sur 5, c'est-à-dire 14 sur 10. Elle augmente donc d'un facteur 1,4. Or, il y a un graphique avec les MRUD qui est intéressant à construire. C'est le graphique de l'évolution de la vitesse au cours du temps. Je commence avec une vitesse de 50 km/h, qui est donc ma vitesse V1, et elle va décroître régulièrement, puisqu'on a une accélération constante, jusqu'à ce qu'elle soit nulle, c'est-à-dire jusqu'à l'immobilisation de la voiture. Et elle va décroître pendant un temps que j'appelle T1. Quand je change de vitesse, je prends une vitesse V2 qui vaut 1,4 fois V1, donc c'est presque le double, mais pas tout à fait, une fois et demie. Donc disons que V2 est ici, donc c'est 1,4 fois V1. Je vais avoir la même décélération, c'est-à-dire la même valeur de A négative. Or, quand on trace le graphique de la vitesse en fonction du temps, la pente, donc si vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué précédemment avec le lien entre les graphiques mathématiques et les graphiques physiques, la pente, c'est pas delta y pour delta x du mathématicien, dans notre cas c'est delta v sur delta t, et la variation de la vitesse au cours du temps, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Donc la pente qui est l'accélération est la même, puisqu'on prend la même force, on a la même accélération, la pente reste la même, alors ça c'est un peu plus compliqué à tracer. Donc là je vais avoir deux droites parallèles, donc la vitesse va s'annuler après un temps t2 qui vaut en fait 1,4 fois T1. Alors comment je sais que c'est 1,4 fois T1? Comme la pente est la même, cet angle-ci est le même que cet angle-ci, si je regarde la tangente, ce sera V1 sur T1. Et si le côté opposé à l'angle alpha vaut 1,4 fois V1, alors il faut que le côté adjacent soit aussi égal à 1,4 fois T1 pour qu'on ait le même rapport et donc la même pente. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Or, moi, ce dont on me parle, c'est la distance d'arrêt. Je sais que dans le premier cas, la distance d'arrêt vaut 25 mètres. Elle est donnée par l'intégrale de la vitesse. Et donc, l'intégrale de la vitesse, ça correspond à l'aire sous cette courbe. Et donc, on a l'aire d'un triangle, base fois hauteur sur 2, c'est-à-dire V1 fois T1 sur 2. Tandis que, quand on va augmenter la vitesse d'un facteur 1,4, le delta x sera nécessairement plus grand. Il est ici. Et le delta x vaudra, non pas V1, mais 1,4 fois V1, non pas T1, mais 1,4 fois T1, divisé par 2. Et je retrouve, dans cette expression-ci, je retrouve V1 fois T1 divisé par 2, et ça, je sais que ça vaut 25. Et donc, on se retrouve avec delta x égale 1,4 fois 1,4 fois 25. Et le 1,4, on l'a obtenu en faisant 7 cinquièmes. Donc, on a 7 cinquièmes fois 7 cinquièmes, ça fait 49 25e. Le 25e se supprime avec le 25 qui est là. Et on obtient 49 mètres de déplacement. C'est donc la proposition B. Première résolution possible. La deuxième que vous devez toujours avoir à l'esprit, parce que chaque année ce genre d'exercice se représente, c'est vous avez un énoncé dans lequel il y a juste une variation de vitesse, il y a donc juste une variation de l'énergie cinétique de l'objet qui se déplace, en l'occurrence ici la voiture, et il n'y a pas de variation d'énergie potentielle. La plupart du temps, on parle d'énergie potentielle gravifique parce qu'on a une altitude qui change. Ce n'est pas le cas ici. Ou éventuellement, si c'était une question avec un ressort, on pourrait avoir des modifications d'énergie potentielle élastique. Mais on n'est pas du tout dans le cas de figure ici. Seul changement de vitesse. Donc, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique, qui est une réduction en fait du principe de conservation de l'énergie mécanique. Je pense avoir déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Et donc, quand dans l'énoncé, la seule modification est une modification de vitesse, on peut alors dire que la variation de l'énergie cinétique de l'objet qu'on est en train d'étudier est égale au travail de la force résultante. La force résultante, vous avez une voiture que je dessine très mal, qui se déplace vers la droite et qui freine. Ça veut dire que la force de freinage est la force résultante qui est vers l'arrière, qui s'oppose donc au déplacement de la voiture.
puisque la voiture évolue vers la droite, l'angle entre la force et le déplacement est donc un angle θ de 180 degrés. Attention, dans ce théorème, une des erreurs des jeunes, c'est d'oublier cette petite lettre, le delta, qui est le d de différence, c'est donc la variation de l'énergie cinétique, c'est donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, qui est égale au travail de la force totale. Le travail d'une force, c'est par définition la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle θ entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Et donc, si on complète l'énergie cinétique, c'est m fois v carré sur 2, ici on parle de la vitesse finale, moins m fois v initial au carré sur 2 est égal à la force totale fois le déplacement fois cosinus θ. Alors si je complète avec les valeurs qui sont données dans l'énoncé, la voiture s'arrête, donc la vitesse finale elle est nulle, donc ce terme est nul. La masse, on ne la connaît pas, donc je suis obligée de la conserver. La vitesse initiale, c'est 50 km par heure. Attention, on ne peut pas travailler avec des kilomètres par heure, sinon l'énergie cinétique ne serait pas exprimée en joules. On doit donc transformer en mètres par seconde, et ça, vous savez, il suffit de diviser par 3,6. Divisé par 2 est égal à la force totale que je ne connais pas. Pas grave, je laisse l'inconnu. Fois le déplacement, on sait qu'on s'immobilise sur un déplacement de 25 mètres. Et le cosinus de l'angle entre les deux, c'est cosinus de 180 degrés. Alors, on ne sait pas aller plus loin parce que dans cette expression-ci, il y a deux inconnus, la force totale et la masse. Alors, il ne faut pas se laisser démonter, on poursuit. Ça, c'est avec 50 km par heure de vitesse de départ. Si on passe maintenant à une vitesse de 70 km par heure, on va avoir exactement le même raisonnement, sauf qu'on aura ici moins m fois 70 divisé par 3,6. Élevé au carré divisé par 2, on me parle de la même force de freinage, qui est la force résultante. On me demande alors quel sera le déplacement. Cosinus de 180 degrés reste le même. Et quand on a deux expressions fort similaires comme ça en physique avec deux inconnus, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Sauf que comme elles sont hyper similaires, il y a un truc que vous devez retenir. Il suffit de diviser les deux premiers membres l'un par l'autre, et ce sera égal à la division des deux seconds membres l'un par l'autre. Et alors on peut simplifier toute une série de choses, le cosinus 180, la force, le facteur moins 1 ici, la masse qu'on ne connaissait pas et ça nous arrange bien, et on se retrouve donc avec une expression assez simple, le facteur 2 ici qu'on peut laisser tomber aussi, 50 sur 3,6 au carré, divisé par 70 sur 3,6 au carré est égal à 25 divisé par d. Ce que je recherche, moi, c'est d. Je le fais monter dans le membre de gauche. Égal à 25 fois, je fais un produit en croix, 70 divisé par 3,6 au carré, divisé par 50 divisé par 3,6 au carré. Alors, on voit qu'on peut encore faire tomber certaines choses. Le 3,6 ici tombe. Je peux diviser par 10 élevé au carré et par 10 élevé au carré. Et il me reste 25 fois tout ceci, ce sera 7 divisé par 5 élevé au carré. On a donc 5 élevé au carré qui fait 25 et qui tombe avec ce 25-ci. Et on trouve 7 élevé au carré, c'est-à-dire 49 mètres. La bonne réponse est donc la réponse B. Et c'est, me semble-t-il, nettement plus facile que la solution précédente. Donc quand vous avez un exercice dans lequel la seule modification est une modification de vitesse et donc d'énergie cinétique, pensez à ce petit truc du théorème de l'énergie cinétique. Dans l'exercice suivant, un corps tombe verticalement dans l'air, donc on sait directement que ce corps est soumis à deux forces, son propre poids et une force de frottement en sens opposé. Il subit le frottement de l'air de sorte qu'après un certain temps, son poids est exactement compensé par la force de frottement. Donc comme il tombe verticalement quand on le lâche, sa vitesse initiale, elle est nulle. Et puis sa vitesse au cours du temps va augmenter progressivement parce que c'est la force gravifique qui l'emporte sur la force de frottement. Et puis quand la force de frottement va augmenter parce que la vitesse augmente, à un moment donné, la force de frottement va compenser la force gravifique. À ce moment-là, il n'y aura plus d'accélération et la vitesse sera constante. Donc la vitesse, elle est d'abord nulle, elle augmente vers le bas et puis elle devient constante.
Or, on me donne des graphiques de la position en fonction du temps, et on me dit que cette position représente donc l'altitude du corps par rapport au sol, lequel des graphes décrit le mieux l'ensemble du mouvement. Alors, quand on a un graphe de la position en fonction du temps, on ne peut pas l'intégrer, mais on peut le dériver. On peut regarder la pente. Je le redis encore une fois, en mathématiques, ce serait delta y sur delta x, donc la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Nous, ici en physique, dans ce cas-ci, c'est la variation de la position au cours du temps, et ça, c'est la définition de la vitesse. On doit donc trouver un graphique dont la pente varie au cours du temps. Il nous faut d'abord une pente nulle, une pente qui augmente et puis une pente qui reste constante. On peut donc directement exclure ce graphique-ci puisque la pente reste constante du début à la fin. Ce sera un MRU durant toute la trajectoire. Celle-ci peut être exclue aussi puisqu'on a une pente nulle au départ et une pente qui redevient nulle à la fin. Et donc c'est d'abord une vitesse nulle, une vitesse qui augmente, et puis après le point d'inflexion, une vitesse qui diminue et qui devient à nouveau nulle, donc ceci est à exclure. Le premier est à exclure puisque c'est juste une parabole, donc c'est juste un mouvement accéléré. On a d'abord une vitesse nulle et puis une vitesse de plus en plus grande, et on n'a jamais une vitesse constante. C'est donc bien évidemment la proposition B, puisque là la pente de la tangente au graphique est d'abord nulle, et puis elle augmente, et on voit qu'à partir de cet instant-ci, on obtient une droite, c'est-à-dire une pente constante, et donc une vitesse constante. Alors, la question 4, un objet est placé à 1 mètre d'une lentille convergente, donc je dessine directement la lentille convergente. Voici mon objet AB qui est placé à 1 mètre de cette lentille. C'est ce que j'appelle la distance objet, donc P est égal à 1 mètre. L'image réelle de cet objet est formée de l'autre côté de la lentille, elle est 9 fois plus grande que l'objet. Et donc on s'a que l'image dans ce cas-ci sera retournée. Donc on va avoir l'image de B qui est ici, l'image de A' qui est ici, et cette grandeur AB', A'B', est égale à 9 fois la grandeur AB. Sauf que comme l'image est retournée, généralement, on met un signe moins pour dire que l'image est vers le bas. Alors, la distance à laquelle se forme l'image est inconnue, c'est la distance image Q égale point d'interrogation. Quand on travaille avec des lentilles, il y a deux lois de conjugaison à connaître. La première qui dit que le grandissement est donné par le rapport entre A'B', donc la grandeur de l'image, et la grandeur de l'objet, et que c'est égal à moins Q, distance image sur P, distance objet. On obtient donc moins 9 égale moins Q qui est inconnu sur P équivaut à 1 mètre. On en déduit donc que Q est égal à 9 mètres. On peut ensuite utiliser la seconde loi de conjugaison qui dit que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F, et il suffit de compléter. 1 sur 1 mètre plus 1 sur 9 mètres égale 1 sur F. Si on met au même dénominateur, on voit que 10 neuvième est égal à 1 sur F. Et on en déduit donc que la distance focale vaut 9 dixièmes de mètre. La bonne réponse est donc la réponse A. Lors d'une échographie, une onde ultrasonore est émise par une sonde posée contre le corps. Lorsque l'onde atteint un obstacle dans le corps, elle est réfléchie et revient vers la sonde où elle est détectée. Donc on a le corps du patient, la sonde qui est posée contre son corps. Et lorsque l'onde ultrasonore atteint un obstacle dans le corps, donc imaginez que l'obstacle soit ici, l'onde ultrasonore est émise, elle atteint l'obstacle, elle est réfléchie, et elle revient vers la sonde où elle est détectée. Donc il y a un premier signal qui est émis à l'écran à l'instant auquel l'onde sonore est émise, et on reçoit un deuxième signal à l'instant auquel l'onde ultrasonore est reçue. Alors, une division sur ce graphique correspond à 20 microsecondes, c'est-à-dire à 20 fois 10 exposant moins 6 secondes. Une division, on parle donc des divisions horizontales. Ceci, c'est une tension électrique en fonction du temps. Alors, il suffit de compter les divisions. On a une première division, une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisions. Autrement dit, le temps entre l'émission et la réception, l'intervalle de temps, est de 12 fois 20 microsecondes. Et ça, c'est le temps nécessaire à l'onde sonore pour faire un aller et un retour. Et donc, si l'obstacle est situé à une profondeur d, c'est le temps nécessaire pour faire 2 fois la distance d. Alors, comme on est dans le même milieu, il n'y a pas de changement de milieu, il n'y a pas de changement de vitesse,
L'espace parcouru est simplement proportionnel au temps, donc on peut appliquer la loi du MRU et dire que l'espace parcouru c'est la vitesse fois le temps. Alors comme espace parcouru, soit on prend ce temps-là et alors on met 2D comme espace parcouru, soit on prend la moitié de ce temps-là pour parcourir D, donc soit l'aller, soit le retour. Donc on peut dire qu'on parcourt D à une vitesse qui est donnée dans l'énoncé, attention que l'exposant a disparu, à une vitesse qui vaut 1,4 fois 10 exposant plus 3 mètres par seconde, et donc un aller ou un retour est parcouru en un temps 2 fois plus court que celui-ci, c'est-à-dire en 6 fois 20 microsecondes. Donc 20 fois 1,4, ça fait 28, fois 6 fois 10 exposant plus 3 fois 10 exposant moins 6, ça fait 10 exposant moins 3. Et 28 fois 6, ça fait 120 plus 6 fois 8, 48, ça fait 168 fois 10 exposant moins 3 mètres. On me donne, attention, des réponses en centimètres, donc en centièmes de mètre. Donc je vais réécrire ceci de la façon suivante. Un centième de mètre, c'est bien ce qu'on appelle le centimètre. La bonne réponse est bien sûr la réponse B. Alors dans la question 6, c'est un circuit électrique avec une diode électroluminescente qui fonctionne sous une tension de 2 volts. Donc on a un seul courant qui va parcourir le circuit de cette façon-ci, qui va, les charges en traversant la première résistance subissent une chute de potentiel que je note U1, vont subir également une chute de potentiel dans la diode que je note U2, et on me dit que la LED fonctionne sous une tension de 2 volts, donc cette chute de potentiel ici vaut 2 volts. Si on a ici à la source 6 volts, qu'on perd 2 volts dans la LED, c'est que les charges perdent tout le reste de la tension dans la résistance, donc j'en déduis que U1 vaut 6 moins 2, c'est-à-dire 4 volts. Et je peux bêtement appliquer la loi d'Ohm ici, puisque je sais que j'ai 4 volts aux bornes d'une résistance de 200 ohms. I, ce sera donc U sur R. Ce sera 4 divisé par 200, c'est-à-dire 1 divisé par 50 ampères. On a une seule boucle, donc un circuit en série, donc je sais que le courant qui traverse cette LED est un courant d'un cinquantième d'ampère. Et comme je connais le courant qui traverse la LED et que je cherche la puissance lumineuse, la puissance électrique est donnée par la différence de potentiel fois le courant. La différence de potentiel aux bornes de la LED, on sait que c'est 2 volts. Avec une intensité de courant d'un cinquantième, ça fait 1 divisé par 25. Et là, on travaille en watts, puisqu'on est dans les unités du système officiel. 1 25e de watt, c'est 1000 25e de milliwatts. C'est donc 30 milliwatts, et la réponse est la réponse B. Le spot produit par un faisceau laser sur un écran est habituellement une petite tache quasi circulaire, mais si on impose un cheveu dont l'épaisseur est de 50 microns dans le faisceau, on obtient la figure suivante. Alors là, vous reconnaissez directement une figure de diffraction par une ouverture ou par un fil, ça revient même, dans ce cas-ci c'est le fil, puisqu'on a un spot central 2 fois plus large que les spots latéraux, donc ça c'est clairement un phénomène de diffraction de la lumière sur un fil. 2 personnes portent ensemble un sac de 10 kg, donc je sais que ce sac est soumis à une force gravifique de 100 N, de sorte que leurs bras font un même angle alpha avec la verticale, et donc si les bras font cet angle avec la verticale, la force elle vient du bras, et donc la force elle possède également cette orientation-ci. Et donc dans les deux cas, on a les forces qui ont une composante verticale que j'appelle F perpendiculaire, et une composante horizontale que j'appelle F parallèle. Si le sac ne se déporte pas vers la droite, alors ces deux composantes-ci sont les mêmes, et les deux composantes verticales vont servir à compenser le poids pour pouvoir éventuellement soit juste soutenir, soit élever à vitesse constante le sac. Alors on me demande pour quel angle alpha chacune des deux personnes exerce-t-elle une force sur le sac de même intensité que si elle portait le sac toute seule avec son bras orienté verticalement. Si on porte le sac seul avec un bras orienté verticalement, la force de traction est parfaitement vers le haut et elle compense elle seule la force gravifique. Et dans ce cas-là, seul vers le haut, on devrait exercer une force de 100 N. Donc ici, on souhaite que cette force-ci soit une force de 100 N pour chacune des deux personnes. Et on veut, donc l'angle alpha est le même angle, cet angle-ci est le même que celui-ci.
Il faut donc que 2 fois, donc puisqu'on a celle-ci et celle-ci, il faut donc que 2 fois la force perpendiculaire, la force verticale, la composante perpendiculaire de la force, compense la force gravifique. Si on analyse le triangle rectangle qui est ici, il vaut F fois cosinus alpha. Et donc on sait que F vaut 100 et donc 200 fois cos alpha égale la force gravifique qui vaut 100. Il faut que cos alpha soit égal à 100 sur 200, c'est-à-dire à 0,5. Il faut donc que l'angle alpha soit un angle de 60 degrés et c'est la réponse D. Question 9. On projette une bille horizontalement du haut de la tour Eiffel avec une vitesse initiale de 40 mètres par seconde. Et puis l'objet va faire à partir de la tour Eiffel un vol parabolique jusqu'à atteindre le sol. Après combien de temps la trajectoire fait-elle un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale? Alors, dire qu'une trajectoire fait un angle de 45 degrés, ça me paraît un peu bizarre, mais on peut en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'après un certain temps, le vecteur vitesse est incliné vers le bas, puisque le vecteur vitesse est toujours parfaitement tangent à la trajectoire, et donc la tangente à la trajectoire en ce point pourrait effectivement faire ici un angle de 45 degrés. Alors quand on a cette vitesse qui est inclinée d'un angle de 45 degrés, la vitesse horizontale que j'appelle Vx est égale à la vitesse verticale que j'appelle Vy, puisqu'on a à 45 degrés. Et comme horizontalement il n'y a aucune force, ça c'est quelque chose que vous avez retenu j'imagine en étudiant à plusieurs reprises la chute libre, la seule force qui agit dans le cours de la chute, puisqu'il n'y a pas de frottement, sinon on nous le dirait, c'est la force gravifique vers le bas, qui impose une accélération vers le bas, qui va imposer une composante verticale au vecteur vitesse de plus en plus grande, avec une composante horizontale qu'elle ne peut pas changer parce qu'aucune force n'agit horizontalement pour modifier la vitesse, c'est-à-dire pour provoquer une accélération horizontale. Donc la composante horizontale, elle reste la même. Donc ici à 45 degrés, on sait que Vx est égal à Vy, et on sait que Vx reste toujours égal à V0, c'est-à-dire à 40. Et comme on nous demande après combien de temps la trajectoire fait un angle de 45 degrés, donc après combien de temps se retrouve-t-on dans cette situation-ci, on doit faire intervenir la notion de temps. Donc on sait déjà qu'horizontalement c'est un MRU, la vitesse est indépendante du temps, c'est donc dans Vy qu'on va devoir faire intervenir le facteur temps. Et on sait que pendant toute la trajectoire, il y a une seule force qui agit sur la bille, qui est la force gravifique. C'est une force verticale qui va donc communiquer à la masse de la bille une accélération verticale dont la valeur est de 10 mètres par seconde au carré vers le bas. Donc verticalement, on a un MRUA. Vous savez qu'un tir composé, c'est composé d'un MRUA vertical et d'un MRU horizontal. Donc pour caractériser la composante verticale de la vitesse, je peux prendre l'équation du MRUA qui dit que la composante verticale de la vitesse après un certain temps sera donnée par la composante verticale de la vitesse quand j'allume le chrono, plus l'accélération verticale fois le temps. On allume le chrono ici au tout début de la trajectoire évidemment, et au tout début de la trajectoire, comme on projette parfaitement horizontalement, le vecteur vitesse est parfaitement horizontal, il n'a pas de composante verticale. Il n'y a aucune composante verticale, donc Vy à l'instant 0 est un vecteur nul, il n'y en a pas. Donc ceci vaut 0. L'accélération de la pesanteur vaut 10, et je prends plus 10 si je prends un repère vers le bas. Plus 10, et donc on arrive à dire que 40 est égal à 10 fois t. Et donc on trouve tout naturellement que nous serons dans cette condition à laquelle Vy, qui augmente progressivement depuis le début du mouvement, atteint la valeur de Vx après 4 secondes. Et la bonne réponse est donc la réponse C. Un véhicule part à midi d'une localité A et se déplace en ligne droite vers une localité B à la vitesse de 90 km/h. Au même moment, un véhicule part en sens inverse, en ligne droite également, de B vers A à 70 km/h. Et les deux villes sont distantes de 80 km. Donc, si on prend un repère X gradué en kilomètres, on a une première voiture qui part de A vers B avec une vitesse dont la valeur est de 90 km/h. On ne me dit pas qu'il y a une force résultante qui agit sur la voiture ou une accélération, donc on suppose qu'elle reste constante, cette vitesse.
au même instant, une voiture part du point B. Si la position x ici est de 0, alors la position x ici sur notre repère est de 80, puisqu'il est gradué en kilomètres. Et cette voiture part dans l'autre sens, avec un vecteur vitesse qui est opposé au repère, donc un vecteur vitesse qui est négatif, et qui est de 70 km par heure. À quelle distance de la localité A les deux véhicules vont-ils se croiser? Donc à un moment donné, la voiture A sera ici, la voiture B sera ici, devant une position X qui est inconnue. Et si on parvient à trouver cette valeur de X, alors on saura la distance entre la localité A et le point de croisement des deux véhicules. Alors étant donné que ces deux véhicules roulent à vitesse constante, on peut donner l'équation du MRU qui caractérise la position du véhicule A, qui va évoluer au cours du temps et qui sera donnée par la position du véhicule A quand j'allume le chrono, c'est-à-dire à midi, je considère que t est égal à 0 à cet instant-là, plus la vitesse de la voiture A fois le temps, idem pour B. Donc la position de A évolue au cours du temps, elle est donnée par sa position quand j'allume le chrono à midi qui vaut 0, plus sa vitesse qui est positive fois le temps. Ça c'est donc l'équation de la droite qui caractérise le déplacement de A au cours du temps. De façon équivalente, je peux dire que la position de B évolue au cours du temps. Elle est donnée par sa position quand j'allume le chrono, c'est-à-dire 80, plus sa vitesse fois le temps. Mais la vitesse dans ce cas-ci est négative, ça fait moins 70 fois t. On a donc quelque chose qui ressemble à ceci. La première équation, c'est une droite croissante avec un coefficient de position nul. Et la deuxième équation, c'est une droite décroissante avec un coefficient angulaire négatif et un point de départ, donc un coefficient de position qui vaut 80. Le point de croisement, évidemment, on ne sait pas après combien de temps ça se produit, on ne sait pas à quelle position ça se produit, mais on sait en tout cas qu'à ce moment-là, la position de l'un est égale à la position de l'autre. C'est ce que je demande aux équations. Je dis, à un moment que je ne connais pas, xa est égal à xb au même instant, et donc je peux dire que 90 fois t est égal à 80 moins 70 fois t. Vous remarquerez qu'ici, je n'ai pas transformé les km par heure en mètres par seconde, parce que comme on travaille avec d MRU et qu'il n'y a pas d'accélération qui est toujours donnée en mètres par seconde au carré, je peux travailler en kilomètres par heure et ça me paraît plus simple. Donc je résous bêtement cette équation. Moins 70t passe à gauche, 90t plus 70t, ça fait 160 fois t est égal à 80. Et donc, le temps t de croisement, c'est 80 km divisé par 160 km par heure. Ça donne une demi-heure. Donc le croisement se fait après une demi-heure. Donc là, j'ai trouvé le temps. Il suffit maintenant de prendre une des deux équations, puisqu'à cet instant-là, les deux droites se croisent. Pour trouver la position, évidemment, je vais prendre l'équation la plus simple et dire où se trouve la voiture A après une demi-heure. Et l'équation va me dire 0 plus 90 fois le temps, c'est-à-dire 90 fois 0,5, et je trouve 45 km. La solution est donc la solution C. Sachant qu'on a un champ électrique uniforme de 3 volts par mètre dans un repère XY dirigé dans la direction Y comme indiqué sur la figure ci-dessous, donc ce champ électrique est de 3 volts par mètre. Dans le secondaire, on travaille généralement en newton par coulomb avec les champs électriques, mais ça revient exactement au même. On vous a probablement expliqué que les volts, c'est l'énergie qu'on donne aux charges, et donc en hommage à Alessandro Volta, ce qu'on a appelé le joule, donc l'énergie donnée à une charge donc pour un coulomb, le joule par coulomb. Donc le volt est égal au joule par coulomb. Donc 3 joules par coulomb divisé par des mètres, ça donnera des joules divisé par des coulomb et divisé par des mètres. Or nous, on a l'habitude dans le secondaire des newtons par coulomb pour le champ électrique, et on sait que ce qui lie le newton au joule, si vous vous rappelez, d'ailleurs ici on en parle, justement le travail d'une force, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Le travail s'exprime en joules, c'est une notion d'énergie, la force en newton, le déplacement en mètres, et un cosinus est un rapport entre deux côtés et ne porte pas d'unité. Donc le newton, c'est le joule divisé par le mètre. Donc je peux remplacer le joule divisé par le mètre ici par le newton, et on voit que de fait le volt par mètre c'est exactement la même chose que le newton par coulomb. Alors si vous ne le saviez pas, vous avez peut-être essayé de résoudre l'exercice en vous disant que c'était la même chose, et vous avez bien fait.
ou bien on vous l'a déjà appris, et alors auquel cas il n'y avait pas de problème, vous n'aviez pas de questions à vous poser. Donc on veut évaluer le travail d'une charge de 1 coulomb qui est déplacée du point A au point B. Donc la charge de 1 coulomb elle est ici, et on va lui faire subir un déplacement comme ceci. Voilà. Comme elle est placée dans un champ uniforme vers le haut, donc si je place une charge électrique positive dans un champ électrique, vous avez étudié cette relation-ci, une force électrique, c'est la charge fois le champ électrique. Et donc, comme la charge est positive, c'est un scalaire positif qui lie deux vecteurs, la force est parallèle au champ. Donc pendant tout le déplacement, la charge que vous allez devoir déplacer va subir une force électrique orientée vers le haut. Et on me demande le travail de la force électrique. Donc le travail de la force électrique, j'ai besoin de connaître le travail de la force électrique, j'ai besoin de connaître l'intensité de la force, j'ai besoin de connaître l'intensité du déplacement et la valeur de cosinus θ, où θ est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc θ, c'est cet angle-ci. Alors, on peut calculer plusieurs choses. Donc ceci, comme ce sont des vecteurs parallèles, je peux retirer la notion vectorielle et juste travailler avec les valeurs. C'est 1 coulomb multiplié par 3 volts par mètre. Donc ça me donne 3 newtons, ça c'est l'intensité de la force. Le déplacement, bien j'ai un triangle rectangle ici, donc la valeur de D c'est, puisque c'est l'hypoténuse, c'est 2 au carré plus 1 au carré, 2 au carré plus 1 au carré sous une racine carrée, donc ça c'est juste une application de Pythagore, c'est racine de 5 mètres puisque les repères sont gradués en mètres, et puis il me faut le cosinus θ alors. Là on a besoin d'un peu de trigo. Alors, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair peut-être. Ici j'ai un angle droit et cet angle-ci, c'est un angle alterne-interne avec cet angle-ci. Donc ces deux angles-ci ce sont les mêmes. Et moi je dois connaître le cosinus de l'angle rouge, donc cosinus de θ. Or c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés, c'est cosinus de 90 degrés plus le petit angle ici que je vais appeler alpha, le petit angle bleu, donc plus alpha. Et les relations de Trigo, que vous connaissez sans doute, vous expliquent que cosinus de 90 degrés plus alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Donc autrement dit, le cosinus alpha, le cosinus θ de cette relation-ci, je peux le remplacer par moins sinus alpha. Alpha étant cet angle-ci et sinus alpha, puisqu'on est dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 2 sur l'hypoténuse, c'est-à-dire racine de 5, on vient de la calculer. Donc moins 2 sur racine de 5. Donc, si j'applique la formule finale, le travail de la force électrique, c'est 3 newtons de force, un déplacement de racine de 5, un cosinus qui vaut 2 sur racine de 5. Les racines de 5 vont tomber, il me reste 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6 joules, puisqu'on parle du travail et donc bien d'une énergie. Bon alors, à mon avis, cette question-là, elle était là pour vous compliquer la vie et probablement pour vous apprendre à gérer votre stress et à vous dire, bon ok, question trop compliquée, c'est pas grave, je la passe et au moins je ne perds pas de points sur cette question-là. Sachez quand même qu'il y a une autre façon d'aborder la chose, mais alors vous devez savoir, je ne sais pas si on vous l'a déjà appris, peut-être dans vos cours de 4e secondaire, que la force électrique, mais qui ne se voit qu'en 5e, les programmes ne sont pas toujours trop bien faits, c'est une force qui est conservative et ça veut dire que le travail de la force ne dépend pas du chemin qui est parcouru. Ce qui veut donc dire que je peux, si je veux évaluer le travail de la force électrique, soit je déplace la charge du point A au point B, soit je la déplace d'abord d'1 mètre vers la droite et puis de 2 mètres vers le bas. Et pendant que je vais la déplacer d'1 mètre vers la droite, puisqu'on a déjà dit juste avant que la force sera une force verticale orientée vers le haut dont la valeur est de 3 newtons, donc pendant le déplacement d'1 mètre vers la droite, la force est perpendiculaire au déplacement, puisqu'on se déplace d'1 mètre vers la droite et la force est vers le haut. Une force perpendiculaire est incapable de travailler, puisque dans la formule du travail d'une force, le cosinus de 90 degrés va vous donner un facteur 0. Donc elle ne travaillera que pendant le parcours vertical ici, et donc sur ce déplacement, alors je vais changer de couleur, sur le déplacement entre ce point-ci et ce point-ci, on a un déplacement vers le bas, on a une force électrique vers le haut, on a donc entre les deux vecteurs un angle θ de 180 degrés, et le travail de la force électrique, c'est donc par définition la force, fois le déplacement, fois le cosinus de l'angle, c'est-à-dire 3 newtons de force, fois 2 mètres de déplacement,
fois un cosinus de 180 degrés qui va m'apporter le facteur négatif, c'est un travail résistif, ça nous donne donc moins 6 joules. Alors, bon, si vous saviez que la force électrique était conservative et que le travail d'une force conservative est indépendant du chemin parcouru, ben, c'était facile, ça se fait en quelques secondes, mais je doute que vous le sachiez. Enfin, franchement, moi, mes élèves ne le savaient pas, ça je pense. Autre chose, autre façon de faire encore, si je zoome un petit peu sur la question. Donc on a un déplacement qui est un vecteur qui ressemble à ceci. On a ici 2 mètres, on a ici 1 mètre, donc c'est pas du tout fait à l'échelle, là, ce que je viens de faire. 2 mètres et 1 mètre. Pendant tout ce temps-là, on a une force qui agit comme ceci. Et vous pouvez aussi vous dire que cette force, on peut la décomposer en ces deux composantes, Fe perpendiculaire au déplacement et Fe parallèle au déplacement. Donc comme toujours avec les composantes, je peux oublier le vecteur force et le remplacer par ces deux composantes. Et je sais que cette composante-ci, étant donné qu'elle est perpendiculaire au déplacement, elle est incapable de travailler. Seule cette composante travaille. Donc le travail de la force électrique, ce sera finalement le travail de la force E parallèle. Donc ce sera la valeur de cette composante-là, fois le déplacement de son point d'application, fois le cosinus de l'angle θ. Et donc, Fe parallèle, cet angle-ci se retrouve comme Fe est perpendiculaire à ce côté-ci et que Fe perpendiculaire est perpendiculaire à ce côté-ci. L'angle alpha, on le retrouve ici. Et donc, on voit de suite que Fe parallèle s'obtient en faisant Fe fois sinus de l'angle alpha. Sinus de l'angle alpha, on l'a dit, c'est 2 sur l'hypoténuse, et donc on a dit c'est 2 sur racine de 5. Fe, on sait que c'est 3 newtons, donc on a la valeur de Fe parallèle, 3 fois 2 sur racine de 5, fois le déplacement qui vaut racine de 5, fois le cosinus de l'angle θ entre le vecteur déplacement et la composante parallèle. Entre le déplacement et la composante parallèle, il y a un angle de 180 degrés. Cos de 180 degrés, ça va donc me donner un facteur moins 1. Et je retrouve encore une fois moins 6 joules. Ça me paraît plus accessible pour tous les élèves. La méthode la plus simple, elle est, à mon avis, peu utilisée, ou elle a été peu utilisée. Ça m'étonnerait en tout cas, parce qu'il faut quand même avoir pas mal de connaissances pour le savoir. Et donc je dirais que cette question-ci, c'est une question qui valait probablement mieux zapper et ne pas stresser, continuer, puis éventuellement revenir sur la question si vous aviez encore un petit peu de temps. Voilà. Le circuit électrique de la figure ci-dessous comprend 2 sources de tension continue de 1 volt et 2 volts, ainsi que 2 résistances, notées R1 et R2, et R1 est une plus petite résistance que R2. Alors, à mon avis, vous n'avez pas étudié les cas de figure avec 2 sources de tension dans le secondaire, c'est assez rare. Par contre, on vous a certainement expliqué qu'une source de tension, c'est une énergie qu'on donne aux charges. Donc je vous ai déjà dit, ce qu'on a appelé le volt, c'est le joule par coulomb. Donc on donne de l'énergie à des charges électriques pour pousser les charges électriques dans le circuit. Cette source de tension, elle va pousser les charges vers la droite avec une valeur de 1 volt, et celle-ci, elle va les pousser vers la gauche avec une valeur de 2 volts. Donc c'est celle-ci qui va l'emporter, et on peut en déduire que le sens du courant, ce sera celui-ci. Alors je travaille comme ça parce qu'à mon avis, vous n'avez pas encore étudié les lois de Kirchhoff avec 2 sources de tension. Alors si on fait ceci, le courant, il est le même pour tout le monde puisqu'on a une seule boucle. Et on sait que R1 est plus petit que R2. Et on connaît la loi d'Ohm qui dit que U c'est R fois I. Si le courant est le même, on peut écrire ceci. Donc I reste le même. Comme R1 est plus petit que R2, alors j'en déduis nécessairement que la chute de potentiel aux bornes de R1 sera nécessairement plus petite que la chute de potentiel aux bornes de R2, puisque cette résistance-là est plus petite que la seconde et qu'elles sont toutes les deux parcourues par le même courant. Donc oui, alors eux ont appelé chute de potentiel V et pas U, mais ça revient au même évidemment. On aura V1 plus petit que V2, c'est la proposition A. Alors un ascenseur de 600 kg, donc directement je visualise les forces. Cet ascenseur est soumis à une force gravifique qu'on appelle le poids de 6000 Newton, est tiré vers le haut par un câble. Donc s'il y a un câble tendu qui tire l'ascenseur, il y a nécessairement une force de tension dans ce câble-ci exercée vers le haut, avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Alors l'accélération, j'imagine, est vers le haut aussi. Donc on va supposer qu'on a une accélération résultante ici vers le haut
donc de 2 mètres par seconde au carré. Je vais étudier le mouvement dans un repère orienté vers le haut. Cette force-ci aura donc une composante positive, celle-ci aura une composante négative, et l'accélération sera positive. Et j'applique bêtement la loi de Newton. La somme des forces est donc plus Ft qui tire vers le haut, moins 6000 newtons qui tire vers le bas, qui arrive à communiquer à la masse de l'ascenseur de 600 kg, une accélération. Et donc la force de tension doit valoir 600 fois 2, c'est 1200, plus 6000, autrement dit 7200 newtons. Et c'est la proposition D. Alors encore un peu d'électricité. Dans le circuit suivant, vous avez un courant I de 2 ampères. Ce courant, c'est le courant qui est tiré du générateur. On voit que les 3 résistances sont en parallèle avec le générateur. Elles sont donc toutes les 3 soumises à la même différence de potentiel. Et vous savez, à mon avis, à force de vous exercer, que quand on a 3 résistances de même valeur, le tout est équivalent à une seule résistance de 30 divisé par 3, c'est-à-dire 10 ohms. Et on peut donc appliquer la loi d'Ohm. Si cette boîte de 3 résistances est équivalente à une résistance totale de 10 ohms et qu'elle est traversée par un courant de 2 ampères, le générateur est un générateur de 20 volts. On remplace ensuite une des résistances par une résistance non plus de 30 ohms mais de 7,5, c'est-à-dire une résistance 4 fois plus petite. Si une des résistances est 4 fois plus petite pour un même générateur, forcément on va pouvoir pousser un courant plus grand. La résistance équivalente sera donnée par 1 sur R équivalent égale 1 sur la première plus 1 sur la deuxième plus 1 sur la troisième, ce qui me donne 6 trentièmes, puisque ceci 1 sur 30 quarts, c'est la même chose que 4 divisé par 30. Et donc, la résistance équivalente, ce serait maintenant 36e, puisque c'est l'inverse de ceci. Et on a un générateur qui pousse les charges avec une différence de potentiel de 20 volts. Et donc, si on applique la loi d'Ohm, I c'est U sur R, ce sera 20 divisé par 36e, c'est-à-dire 20 fois 6 trentièmes, on peut diviser par 10, 6 divisé par 3, ça fait 2. On aura un courant de 4 ampères et la solution est la solution C. On pouvait aussi se dire que ces deux résistances-ci que je n'ai pas modifiées sont toujours soumises à une différence de potentiel de 20 volts et donc nécessairement elles sont toujours parcourues par le même courant que celui de départ, qui est un courant total de 2 ampères qui va nécessairement se diviser en 3 parties identiques. Donc on avait 2 tiers d'ampère ici, 2 tiers d'ampère ici, et en début d'exercice 2 tiers d'ampère ici. Si je prends une des résistances et que je la remplace par une résistance 4 fois plus petite, nécessairement elle va être traversée par un courant 4 fois plus grand, donc on aurait 8 tiers d'ampère, et donc au total on a 8 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, ça fait un courant total de 12 tiers d'ampère, ce qui fait 4 ampères. C'est une autre façon d'aborder les choses. Alors sur le schéma suivant, un courant circule dans le conducteur horizontal qui est représenté en pointillé. On ne me dit pas si le courant se déplace vers la droite ou vers la gauche, mais il est en tout cas horizontal. Pour que la force qui agit sur le conducteur soit dans la direction Y, donc soit vers nous, soit à l'opposé de nous, dans quelle direction le champ magnétique doit-il être dirigé? Donc on me demande de trouver B. Alors si on parle d'un conducteur parcouru par un courant et soumis à une force lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique, on parle bien sûr de la force de Laplace. Et vous savez que vous pouvez modéliser les 3 vecteurs I, B et F par les 3 doigts de la main droite absolument. Le pouce, c'est pouce comme poussé, donc c'est la force. L'index commence par I, tout comme l'intensité du courant, donc va représenter le sens du courant électrique. Et le majeur commence par ma comme magnétisme, il représente donc le vecteur champ magnétique. Et donc on veut une force dans la direction Y, donc soit vers nous, soit à l'opposé de nous. On sait qu'on aura un courant électrique horizontal, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et si vous faites le test avec votre main droite, vous verrez en fait que la seule possibilité, évidemment, puisque les 3 vecteurs F, I et B sont perpendiculaires 2 à 2, vous verrez que le champ magnétique doit être soit vers le haut, soit vers le bas. Il doit donc être dans la direction Z,
Et la bonne réponse est la réponse C. Et voilà pour la correction de l'examen de physique. Je vous souhaite bien du courage pour la deuxième session du mois d'août. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.